Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo spéciale foire aux questions, FAQ, qui va essayer de synthétiser un petit peu les questions les plus représentatives qui m'ont été posées, soit directement sous les vidéos, soit par messagerie, à l'issue de cette première série de vidéos consacrée à la partie linéaire du traitement. Ah ben c'est parti. Alors, avant de commencer cette série de questions-réponses, je voulais d'abord vous remercier, vous tous qui regardez cette série de vidéos, parce qu'au final, je pensais que une série de tutos un petit peu approfondie quand même sur PixInsight, où on rentre vraiment dans le détail, où on approfondit, où on prend le temps d'aller expliquer les choses, de regarder les paramètres. J'étais convaincu que ça ferait pas énormément de vues, et puis au final, bon, la chaîne fait pas des millions de vues non plus évidemment, mais je constate que ça fait plusieurs centaines, voire par plus de 500 vues pour certaines vidéos. Donc c'est vraiment super, avec un bon taux de... On peut regarder ça sur YouTube, du coup je découvre un petit peu les statistiques, mais avec un bon taux quand même de gens qui regardent toute la vidéo, ou qui regardent une partie très substantielle de la vidéo, donc pas des vues un petit peu qui comptent pour pas grand chose, où les gens partent au bout de 30 secondes. Non, les vidéos sont bien suivies, et je vous en remercie, parce que ça a quand même un certain succès, et je reçois pas mal de questions, donc je vais essayer de répondre aux questions les plus fréquentes que je reçois, qui sont un petit peu représentatives de tous les tutos qu'on a fait jusqu'à maintenant sur la partie linéaire de l'image. Alors pour commencer, une question de Gearbox 747, alors je crois que c'est Emmanuel. Hello Jean-Baptiste, je vois que tu ne parles pas des darks de flat sur les nouveaux CMOS, on recommande pourtant de faire plutôt des darks de flat à la place des offset bias, qu'en penses-tu? Alors ça, effectivement, dans la vidéo relative au pré-traitement, je vous ai présenté, en fait, je crois que je l'avais précisé quand même, que voilà, je présentais moi le traitement que moi j'utilise pour ma caméra, donc une CCD. Moi, j'ai pas de CMOS, je suis pas encore passé au CMOS, ça viendra sûrement un jour. Mais voilà, effectivement, j'en ai parlé rapidement, mais sur certaines CMOS, alors pas toutes les CMOS a priori, mais notamment parmi les plus répandues, la ASI1600. Effectivement, les utilisateurs un petit peu avancés ont constaté que c'était plus efficace de faire des dark flat plutôt que de faire des bias. Alors, je crois que c'est lié à un problème de reproductibilité des bias. J'expliquais dans le pré-traitement justement que tout l'intérêt de faire des masters dark, des masters bias, des masters flats, c'était, surtout pour ce qui concerne les masters dark et les masters bias, c'était le fait que ces masters, ils changeaient pas tous les 2 semaines, c'est-à-dire que vous pouvez les refaire une fois tous les ans, une fois tous les 2 ans, parce qu'il y a peut-être des évolutions un petit peu électroniques au niveau de la caméra, ce que j'ai constaté sur la mienne, en tout cas. Mais en tout cas, voilà, ça change pas du tout au tout d'une session à l'autre. Avec les CMOS, c'est vrai, comme on peut régler le gain, l'électronique n'est pas tout à fait faite pareil, et effectivement, il y a des problèmes de reproductibilité de ce signal bias. Et comme je le disais aussi dans la vidéo consacrée au pré-traitement, ce qui est important, c'est effectivement d'avoir des fichiers qui sont bien reproductibles. Et quand on fait un master bias, il faut être sûr qu'il est bien représentatif du bias qui a eu lieu pour la prise de vue, parce que sinon ça induit beaucoup d'erreurs sur le pré-traitement, et on ne va pas réussir à pré-traiter, à calibrer correctement, à sortir au final des images bien pré-traitées. Donc oui, sur certaines caméras, notamment les 1600, peut-être que ça concerne d'autres modèles, je ne sais pas, il faut effectivement plutôt faire des dark flat que des bias. Voilà, et faut le savoir, mais quand on le sait, c'est pas plus compliqué à faire une série de dark flat. Si vous avez un écran à flat où vous pouvez reproduire la luminosité de manière régulière, vous savez à peu près autour de combien de secondes vous allez devoir poser pour faire vos flats. Vous faites une série de dark, et là, normalement, cette série de dark, vous n'avez pas à la refaire à chaque fois pour calibrer les flats, justement. Une petite question de Redouane qui nous dit sur la vidéo du pré-traitement: quelle serait la différence si on appliquait le processus subframe selector tout au début, juste après un blink, et avant la calibration empilement, comparativement à votre workflow? Alors déjà, sur la première partie de la question, Redouane, tu as tout à fait raison, on peut tout à fait faire un tri des images
vraiment en amont. On n'est pas obligé d'attendre. Moi, je l'ai fait dans Subframe Selector parce que c'est des vieilles données que j'avais et que j'avais plus du tout en tête les conditions d'acquisition. Donc voilà, ça peut arriver. Moi, ça m'arrive souvent de traiter des images des mois, voire des années après les acquisitions. C'est un petit défaut qu'il faudrait que je corrige, mais le temps que je passe sur les vidéos ne m'aide pas à rattraper mon retard en réalité. Donc là, je l'ai fait avec Subframe Selector, tout simplement parce que j'ai pas eu envie d'ouvrir et de regarder chacune des images une par une, d'autant plus que j'avais plus en tête les conditions d'acquisition. Donc je me rappelais pas du tout si c'était des conditions très bonnes, s'il y avait eu des passages nuageux. Et effectivement, il y avait des passages nuageux, donc il y avait une grosse sélection des brutes en fait à réaliser. Il y a beaucoup d'images brutes qui n'étaient pas exploitables sur toutes celles que j'avais faites sur cet objet. Si j'avais traité dans la foulée, je m'en serais rappelé et j'aurais fait un tri directement avant de commencer le traitement. On peut tout à fait faire ça. Et on peut même faire un tri au moment de l'acquisition. C'est-à-dire que, par exemple, si vous utilisez Nina ou d'autres logiciels qui permettent d'automatiser la prise de vue, vous avez la possibilité, quand l'image s'affiche, de mettre un petit OK ou un petit KO pour signifier que pouce bleu, pouce rouge, pour signifier que l'image est bonne ou pas. Donc, ça vous permet déjà de faire un tri. Les images que vous avez estimées comme étant mauvaises, elles arrivent avec un message bad ou voilà, un message qui vous permet d'identifier les images pour lesquelles vous avez estimé lors de la prise de vue même qu'elles n'étaient pas bonnes. Donc ça, on peut tout à fait le faire. Moi, je vous recommande quand même de pas jeter directement les images qui sont faites, même celles que vous jugez mauvaises. Alors après, celles qui sont objectivement inutilisables, parce qu'il y a les toiles affilées sur la moitié du champ, ce genre de choses, évidemment qu'on peut les supprimer. Celles où il y a un petit passage nuageux, mais on n'est pas sûr, il y a un petit doute, elle est un petit peu moins bien que la moyenne de la série, mais bon, on voit quand même l'objet. Moi, je vous conseille de les garder et de voir si derrière, au moment du pré-traitement, vous pouvez les exploiter ou pas. Parce qu'on a vu que la méthode de pondération permet vraiment de prendre en compte la petite quantité de signal quand même supplémentaire qu'apporte chacune des brutes, même si elles ne sont pas excellentes. Et ça rajoute quand même, ça donne une image au final où il y a plus de rapport signal sur brut. Moi, je suis plutôt partisan de trier le moins possible d'images, d'en garder le plus, sous réserve qu'elles soient quand même compatibles avec voilà, la qualité moyenne du reste du lot et que ça ne vienne pas totalement dégrader. Mais avec la méthode de pondération, c'est compliqué de venir dégrader vraiment une série parce qu'au pire, votre image aura un très petit coefficient. Elle sera quand même prise en compte, ça améliorera un petit peu à la marge le rapport signal sur bruit. Mais voilà, moi, des différents essais, des différents traitements que j'ai pu faire, en faisant à force de faire des comparaisons entre une grosse sélection et toujours avec une pondération, et moindre sélection, donc plus grande quantité d'images avec des paramètres ajustés, hein, mais j'ai toujours constaté que c'est les empilements avec le plus d'images possible, même en prenant en compte des images assez dégradées qui donnaient les meilleurs rapports signal sur bruit. Alors après, rien ne vous empêche aussi de faire deux pré-traitements pour une image. Hein. Vous pouvez faire un pré-traitement avec toutes les images en pondérant avec les bons coefficients, comme on a vu dans le tuto sur le pré-traitement, et obtenir une image où vous avez maximisé le signal, ou en tout cas le rapport signal sur bruit. Et puis vous pouvez faire un deuxième empilement en ne retenant par exemple que la série avec la meilleure finesse d'étoiles pour avoir une deuxième brute sur laquelle là vous aurez les meilleurs détails, la meilleure finesse de détail. Et ensuite, au cours du traitement, rien ne vous empêche, à un moment ou à un autre, de venir remixer avec des masques, avec Pixelmat, etc. les deux versions pour garder à la fois la meilleure partie de l'image avec le plus de signal, par exemple des extensions faibles de M51, et garder la meilleure qualité de détail dans la galaxie elle-même. Moi, c'est une technique, par exemple, que j'avais utilisée pour mon image de M51. J'avais fait 2 empilements, j'avais fait une version avec vraiment le maximum d'extension et une version avec beaucoup moins de brut, mais avec la finesse la plus haute pour pouvoir les recombiner derrière et garder les meilleurs aspects des deux. Donc voilà, il faut penser à ce genre de choses dès le pré-traitement. On peut ne pas se contenter de faire un seul empilement pour chaque image, pour chaque couche. Une question de Thibaut, cette fois sur le retrait de gradient, concernant le placement des points pour DBE, sur ces images, comment être sûr que la zone supérieure droite n'est pas une zone de poussière, auquel cas ne faudrait-il pas la prendre en tant que référence de fond de ciel? Alors c'est une très bonne question, c'est une question qui revient régulièrement dans la mise en œuvre de DBE, c'est comment apprécier les points de référence qu'on va placer dans l'image. Pour ABE, on n'a pas cette difficulté, puisque
Bon, le process va sélectionner lui-même les points, mais on a vu que c'est un peu moins précis, et sur d'autres images, on sait qu'on ne peut pas le faire avec ABE, il faut vraiment passer par DBE. Donc, savoir comment on place les points de référence sur l'image, il y a des cas où, effectivement, c'est pas évident. C'est là qu'on peut mettre en place un des conseils que j'avais donné dans une des premières vidéos sur les 12 conseils, c'est d'aller voir les images des autres. C'est quand même très rare de photographier un champ que personne n'a jamais fait. En général, il y a beaucoup de versions, même sur des objets qui sont rarement imagés. Et ça permet de se faire une idée, justement. Alors, aussi sur la majorité des images que vous regardez de cet objet, il y a une zone qui est plus sombre, où on voit que c'est pas du fond de ciel. Vous savez qu'il ne faut pas la prendre en compte si vous avez un doute sur cette zone-là. À l'inverse, si c'est manifestement du fond de ciel sur toutes les versions, vous pouvez raisonnablement penser que c'est quelque chose qui doit être que vous pouvez intégrer dans DBE. Alors après, toujours avec la même réserve, c'est que peut-être que 5 avant vous ont fait la même erreur et qu'aller s'inspirer de leurs images, vous serez le 6e à la faire. Donc il faut mieux faire plusieurs versions, avec ou sans le point de référence en question, voir ce que ça donne, essayer d'apprécier, c'est là aussi où l'habitude de regarder des images astro peut aussi aider, c'est essayer de se faire une idée un peu par soi-même en prenant et en ne prenant pas cette zone. Et puis une autre technique aussi, c'est d'aller faire un ABE, pour voir si ABE, lui, prend en compte cette zone ou ne la prend pas en compte dans sa modélisation. Alors vous pouvez là faire un ABE de niveau entre 2 et 4 pour avoir une modélisation qui soit la plus fine possible du gradient et voir si cette zone-là, il la prend en compte comme du fond de ciel ou pas. Alors une question de Béatrice sur la déconvolution. Si mon image est en couleur, faite avec un APN, est-ce que je dois faire la déconvolution et la réduction d'étoiles sur l'image couleur ou seulement sur la luminance? Alors déjà, il faut dire 2 choses séparées sur la réduction d'étoiles et sur la déconvolution. À partir du moment où on est avec un capteur couleur et qu'on se pose la question de savoir s'il faut faire ces opérations sur la luminance ou sur la couche couleur, c'est que déjà, on procède à une extraction de la luminance de l'image et qu'on va traiter les deux séparément. À partir du moment où on extrait la luminance d'une image RGB pour pouvoir faire le traitement à part et la recombiner à la fin en LRGB, même si c'est toujours une luminance synthétique, c'est pas une authentique luminance faite avec un filtre L, on répond plus ou moins à la question, parce que si on a pris la peine d'extraire cette couche pour lui appliquer des process, on va bien faire en sorte d'appliquer les bons process à la luminance et les bons process à la couche RGB. Il y a des process qui sont absolument pas nécessaires sur une couche RGB. La déconvolution, typiquement, ne sert à rien ça ne sert à rien de faire une déconvolution sur une couche RGB. Déjà parce que ce qu'on vise à travers la déconvolution, c'est plutôt, comme je l'expliquais dans le tuto, de mettre en valeur les détails de l'image. Et les détails, c'est pas quelque chose qui va être pris en compte sur la couche RGB. Donc ça n'apportera rien de faire une déconvolution, de chercher à augmenter les détails sur la couche RGB. C'est vraiment sur la luminance que ça sera pris en compte lors de la recombinaison avec l'image RGB. En ce qui concerne la réduction d'étoiles, c'est un petit peu plus subtil. On peut considérer qu'à partir du moment où on a extrait une luminance d'une image RGB, on a des étoiles qui sont à peu près identiques en taille sur les deux. À l'inverse de ce qu'on peut faire avec une caméra monochrome, où souvent on a des étoiles qui n'ont pas exactement la même taille sur la luminance et sur les couches RGB. Et il y a des différences sur chacune des couches R, G et B. Les étoiles sont parfois un peu plus grosses ou un peu plus étalées sur la couche bleue ou la couche verte que sur la couche rouge. Donc là, dans ce cas-là, c'est un peu plus compliqué parce qu'on doit raisonner vraiment sur chaque couche indépendamment si on fait une réduction d'étoiles. Parce qu'il ne faudrait pas faire une réduction d'étoiles sur une couche et ne pas faire les autres, ou alors faire les autres avec des paramètres qui feraient qu'on aboutirait à des tailles d'étoiles au final qui seraient assez différentes. Et quand on les recombinerait, ça donnerait des halos donc d'une certaine couleur en fonction de la réduction d'étoiles que vous avez faite. Là, sur cet exemple-là, on n'a pas réellement ce problème dans le sens où luminance et RGB, en réalité, la luminance elle est extraite de la RGB, donc les étoiles sur la luminance auront à peu près la même taille que sur la RGB. Donc dans ce cas-là, si on fait une réduction d'étoiles sur la luminance, c'est sans doute un peu mieux aussi de faire une petite réduction d'étoiles sur la couche RGB pour pas favoriser l'apparition de halos, en sachant que au final, si on traite correctement la couche RGB en la floutant un petit peu avant la recombinaison, en général, on évitera ce phénomène de halo trop coloré. En tout cas, ça favorisera pas l'apparition de halo trop coloré. Donc voilà, apprécier au cas par cas en fonction des images. Et tout dépend également, bien sûr, de la force, de la puissance de la réduction d'étoiles qui a été appliquée sur la couche L.
Là, on rejoint ce qui se fait avec une couche de luminance, une vraie couche de luminance et des couches RGB. C'est si on applique une très forte réduction d'étoiles sur la couche L, on va favoriser le risque d'apparition de halo si on n'a pas fait la même chose sur les couches RGB. Donc voilà, il faut trouver un bon compromis en sachant que plus on va réduire aussi les étoiles sur la couche RGB, plus on va généralement perdre en couleur. Pourquoi? Parce que l'étoile est surtout saturée au centre. Donc au centre, l'étoile en général, elle tend à devenir blanche parce que tous les canaux R, G et B vont tendre vers 1, en tout cas pour les étoiles les plus grosses. Et l'information de couleur, au final, elle est qu'en périphérie. Donc si on réduit la périphérie et qu'on reste plus qu'avec le centre de l'étoile, on va perdre de la couleur au passage. Donc faire attention à ça quand on fait une réduction d'étoiles sur la couche RGB, à ne pas perdre les couleurs et faire quelque chose de cohérent avec la couche luminance, bien sûr. Question de Christophe qui nous demande s'il est pertinent de faire une réduction d'étoiles sur les étoiles obtenues via StarNet pour s'affranchir des star masks, puis de la réintégrer dans l'image starless. Alors, c'est une question intéressante parce que on pourrait se dire a priori qu'effectivement, c'est mieux de sortir les étoiles de l'image pour les traiter à part. Il y a quand même deux raisons qui vont me conduire à répondre non à cette question. Non, c'est pas recommandé de faire ça. La première, c'est que, on l'a vu dans le tuto, ça marche très bien en conservant les étoiles. Donc si ça marche très bien en conservant les étoiles, le star mask n'étant pas compliqué non plus à réaliser, il n'y a aucune raison d'aller s'embêter à retirer les étoiles avec un process starless puis à les réintroduire derrière, ce qui est toujours un petit peu périlleux. La deuxième raison, c'est que en fonction du process starless qu'on utilise, ils n'ont pas tous fait pareil, mais pour simplifier, disons qu'il y a StarNet V2 et Star Exterminator. Ce que retire le process StarNet, c'est les étoiles, mais c'est pas sur l'image starless qui est générée, donc l'image sans étoiles, il n'y a pas des trous à la place des étoiles, il remplace avec une certaine valeur. Donc il a extrait une valeur d'un côté pour l'étoile, qui incluait l'objet de fond de ciel, et puis il a remplacé sur l'image starless ce trou de l'étoile par la valeur moyenne des zones des alentours pour combler le trou. Et du coup, quand on vient réintroduire les étoiles derrière, eh ben, on tient compte deux fois de cette luminosité qui est autour de l'étoile. Alors si elle est dans le fond de ciel, c'est pas trop problématique. Si elle est sur des nébuleuses, là, c'est plus compliqué parce qu'on va venir on va créer des halos au moment où on va réintroduire les étoiles. Donc, il y a toujours ce risque-là. Il y a le dernier process Star Exterminator dans ce qui propose justement une fonction unscreen star, ce qui va permettre de récupérer, de remanier un petit peu les étoiles pour éviter ce genre de problème lors de la réintroduction. Mais ça fait beaucoup de complications pour vraiment pas grand-chose, d'autant plus qu'on l'a vu, le process normal fonctionne très bien. Même si c'est bien fait, il faut faire attention, il y a toujours un risque en réintroduisant les étoiles sur une image et les avoir traitées à part, de créer des halos, alors que ce soit des halos sombres ou au contraire des halos plus brillants parce qu'on aura tiré un peu sur la luminosité autour, de créer des zones de transition un peu brutales, de ramener du bruit autour des étoiles. En général, de manière très générale, moi, les traitements starless où on va traiter les étoiles à part, on en parlera aussi dans la vidéo sur la montée d'histogramme, je recommande vraiment pas de faire ça. Voilà, ça implique de vraiment très bien le maîtriser, de savoir exactement ce qu'on fait pour pas avoir un résultat où ça se voit immédiatement à un œil un peu exercé. Je veux dire qu'il y a des images où quand on fait les vidéos Astrofleet avec les copains, avec David Cara et autres, il y a certaines images où les 3-4 personnes qui sont là et qui commentent les images se font immédiatement tous la même remarque, c'est « Ah, ça a été traité en starless avec les étoiles réintroduites ». Je vous assure que ça se voit. donc moi, je vous invite à laisser tomber un peu cette technique si vous la pratiquez. Bon, après, si vous la pratiquez très bien et que ça ne se voit pas, c'est comme toujours, hein, faut faire c'est la meilleure technique, c'est celle qu'on maîtrise bien et qui, encore une fois, où le traitement à la fin ne se voit pas. Mais par contre, quand on ouvre une image et que immédiatement se fait la remarque de « Ah, les étoiles ont été enlevées, traitées à part et introduites », bah là, c'est que c'est pas maîtrisé. Donc, il faut mieux revenir à une technique un peu plus traditionnelle ou alors vraiment s'améliorer sur cette technique-là pour faire en sorte que ça ne se voit plus. Mais voilà, de manière générale, moi, vous l'aurez compris, je suis pas fan des techniques qui consistent à traiter à part les étoiles pour les réinjecter ensuite dans l'image. Alors, une question de Jean-Marc M qui concerne à la fois Blur Exterminator et la calibration des couleurs, qui est sur le moment d'utiliser Blur Exterminator pour les images couleurs et l'RGB. Alors, Jean-Marc me dit que Russell Croman lui avait répondu qu'il fallait mieux faire une calibration des couleurs avant d'utiliser BXT parce que ça pouvait donner de meilleurs résultats. Et pour le SHO,
c'est pas vraiment clair, d'autant plus que je ne suis pas encore parvenu à réussir une calibration de couleur SPCC sur du SHO, calibration de couleur qui reste un mystère théorique pour moi. Est-ce qu'une SHO passée par BXT équivaudrait à une H passée par BXT puis colorisée par du SHO? Je ne suis pas loin de le croire. Alors, je vais relire 2 fois la fin de la question pour la comprendre. Je suis pas certain de l'avoir bien comprise. En tout cas, pour ce qui concerne la calibration des couleurs, personnellement, j'ai fait beaucoup de tests, encore une fois, sur les images avant de faire la vidéo. J'avais lu moi-même sur le site de Russell Croman qui, alors, lui recommandait pas aussi franchement de faire la calibration avant d'utiliser BXT. Il disait, ça pourrait peut-être apporter quelque chose, perhaps. Donc, c'était pas aussi tranché que ça. Il y a des arguments pour, il y a des arguments contre. Bien sûr, au niveau de BXT, si on a effectué une calibration de couleur, c'est-à-dire qu'on a déjà touché un petit peu au niveau, on a évité qu'il y ait par exemple des étoiles qui restent avec des halos un petit peu trop colorés ou ce genre de choses. BXT derrière va donner de meilleurs résultats. Alors c'est à nuancer parce que depuis la sortie de la V2 de BXT, on peut n'appliquer des traitements que sur la couche luminance. Donc à la limite, on pourrait très bien imaginer qu'une image RGB, on va lui demander d'extraire la luminance et de n'appliquer les corrections et les modifications que sur la luminance et de ne pas toucher du tout aux couleurs. Auquel cas, la place à laquelle on fait la calibration n'a pas vraiment de gros enjeux. Mais par ailleurs, dans mes tests, moi, pour avoir fait du calibration avant BXT, du calibration après BXT, sur aucune image, j'ai noté une quelconque différence en réalité. J'ai l'impression que c'est relativement indifférent. Alors peut-être qu'en fonction des setups, sur telle ou telle image, avec telle ou telle contrainte ou avec telle ou telle aberration particulière, ça peut avoir un intérêt de calibrer avant. Bon, moi, j'ai pas constaté ça sur mes images, mais encore une fois, l'espace commentaire est ouvert, donc si vous faites l'expérience et que vraiment ça change quelque chose, n'hésitez pas à le signaler. Pour le SHO, quand Jean-Marc nous dit qu'il n'a pas réussi encore à faire une calibration des couleurs SHO bonne avec SPCC, c'est tout à fait normal puisque SPCC n'est pas du tout fait pour calibrer des images narrowband. C'est-à-dire que vous pouvez, si la démarche c'est d'aller utiliser SPCC sur une image narrowband en espérant que ça sorte derrière une palette Hubble, c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne, c'est pas du tout le but. Enfin voilà, ça ne marchera jamais dans ce cas-là. On peut espérer harmoniser plus ou moins les niveaux, ce qui reviendrait plus ou moins à faire une espèce de linear fit entre les couches avant de passer au mixage à proprement parler. Mais c'est le maximum qu'on peut espérer faire. C'est-à-dire que si votre image en entrée, elle est toute verte, parce que le H-alpha est prédominant, SPCC, il va vous sortir aussi une image toute verte. Il ne va pas aller refaire une palette Hubble à votre place. Ça, c'est pas fait pour ça, SPCC. Donc, ça peut marginalement avoir un intérêt, mais je crois que même sur la page d'aide, la page de la documentation de SPCC, ils disent que c'est pas fait pour ça et qu'il faut vraiment passer par color calibration si on veut obtenir un résultat, ou alors passer par le mixage habituel des couches SHO en manuel via des scripts, et on verra ça dans une vidéo dédiée. Et sur la troisième partie de la question, est-ce qu'une SHO passée par BXT équivaudrait à une H passée par BXT puis colorisée par du SHO? Non, il n'y a pas vraiment de raison. Alors sauf à ce que tout dépend de la méthode qui est utilisée pour faire l'image SHO. Il y a des gens qui font du SHO pur, donc qui combinent les 3 couches et qui travaillent ensuite sur l'image. Il y a des gens qui... alors moi, je fais plutôt ça habituellement sur mes traitements narrowband, c'est-à-dire que je fais un peu comme un traitement RGB. Je vais créer une couche luminance et puis une couche couleur. Donc ma couche couleur, ça sera bien SHO. Et puis ma luminance, en fonction des objets, parfois il y a toute la formation utile est sur la couche H, donc ça sert pas à grand chose d'aller rajouter quelque chose avec les autres couches. Parfois sur certaines nébuleuses où il y a beaucoup de signal O3 par exemple, ça peut être intéressant de mixer la H et la O3. Certains objets, c'est un peu plus rare, mais où il y a beaucoup de signal très distinct avec des détails très prononcés sur le S2, ça peut aussi être intéressant d'incorporer le S2 à la luminance. Donc la luminance d'une SHO, elle peut être que en H-alpha, H-alpha O3 ou LSO ou SHO aussi, avec des facteurs, des pondérations différentes et des modes de combinaison différents aussi. Donc non, c'est pas une vérité générale. Si vous traitez votre SHO avec Blur Exterminator, ça fera pas l'équivalent d'avoir traité à part le H-alpha pour la recoloriser derrière, parce que tout dépend si vous n'utilisez pas
spécialement votre couche H-alpha comme couche de luminance, ben, ça ne donnera pas le même résultat. Non. Cela dit, si vous traitez en narrowband en faisant une luminance et une couche SHO couleur, à ce moment-là, c'est peut-être plus simple de faire blur exterminator pour ce qui concerne la partie détail sur la couche de luminance, effectivement, et pour la couche RGB, bah là, de voir sur la taille des étoiles et éventuellement la correction des étoiles dans les coins, où ça peut vraiment apporter quelque chose aussi pour la couche couleur. Une question qui rejoint un petit peu celle de tout à l'heure, celle de Ludovic. Petite interrogation, faut-il réduire les étoiles sur les couches RVB ou seulement sur la luminance? Beaucoup floutent les RVB, mais jusqu'à quel point est-ce tolérable? Alors, il y a deux questions là en réalité. Alors, la deuxième question sur le floutage de la RGB pour la réintroduire, pour la mixer ensuite avec la luminance, on verra ça dans la vidéo à ce moment-là de la vidéo, justement sur la combinaison L-RGB. Je sais que sur beaucoup de tutos que j'ai pu voir, pour quand même répondre un petit peu à la question, parce que si je fais une FAQ où je lis les questions auxquelles je réponds pas, ça sert pas à grand chose. Certains tutos que j'ai vus floutaient pas mal. Alors c'était surtout dans le but de réduire énormément le bruit qui était réintroduit par l'image RGB, qui en général était plus prononcé que sur la luminance. Avec les nouveaux process, avec les nouvelles techniques de gestion du bruit, et notamment Noise Exterminator qu'on a vu justement dans le tuto dédié au traitement linéaire avec la suite Xterminator, le débruitage est tellement bon, et quand on en remet encore derrière une couche de réduction du bruit sur l'image non linéaire, on arrive à un niveau de bruit qui est tellement marginal qu'en réalité, ça n'a pas un grand sens de flouter à l'excès. Moi, je sais que sur les images, au début, je floutais pas mal. Maintenant, je floute beaucoup moins parce que je trouve que justement, ça évite de perdre aussi. Plus on floute, plus on va diffuser l'information de couleur, mais plus on va diminuer son intensité. Donc, il y a moyen de s'en sortir en remontant la saturation, etc. Mais moi, aujourd'hui, je préfère moins flouter mes images RGB avant la recombinaison que ce que je faisais encore il y a 4 ou 5 ans. Et en ce qui concerne l'interrogation sur la réduction d'étoiles sur la couche luminance ou sur la couche RGB, ben ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure, à savoir, il faut quelque chose de... On peut le faire sur les deux, il n'y a pas de vérité absolue en la matière, vous pouvez bien faire ce que vous voulez, l'essentiel c'est de garder une cohérence de taille d'étoile entre la luminance et le RGB pour pour éviter de créer des halos derrière lors de la recombinaison de la luminance et de la couche RGB. Une question de Antoine qui nous demande si on peut faire la calibration des couleurs à n'importe quel moment du process linéaire. En tout cas, à minima, une fois qu'on a fait le retrait de gradient, ou est-ce qu'il faut nécessairement le réaliser avant la déconvolution et la gestion du bruit? Alors, moi, j'aurais tendance à vous dire que, en dehors des opérations de crop et de retrait de gradient qu'on a vues dans les toutes premières vidéos à l'issue du pré-traitement, vous pouvez bien faire la calibration des couleurs à n'importe quel moment. Il y a des avantages et des inconvénients à la faire plutôt tout début de traitement ou plutôt à la fin. Si vous la faites en tout début de traitement, l'avantage c'est que vous travaillez directement sur une image RGB et derrière les opérations de réduction de bruit, vous allez pouvoir directement faire du tout en un, c'est-à-dire n'appliquer les process que sur une seule image. Ça vous fera gagner du temps, vous n'aurez pas besoin de répéter l'opération sur chacune des couches RGB avant de les combiner. Donc pourquoi pas, si vous maîtrisez bien la réduction de bruit et que ça pose pas de problème particulier, ben voilà, pourquoi pas. Le désavantage, et inversement l'avantage de faire la calibration des couleurs en toute fin, c'est que ça vous permet justement de travailler, d'appliquer des paramètres différents à vos 3 images RGB, parce que peut-être que certaines, sur certains objets, seront beaucoup moins bruitées qu'une autre, que vous n'aurez pas besoin de pousser aussi loin les curseurs pour la réduction du bruit. Donc voilà, moi je préfère faire comme ça. Après, par rapport à BXT, on en a parlé un petit peu déjà dans une réponse précédente, sur le débat qu'il y a en ce moment de savoir si ça serait mieux de faire BXT avant ou après la calibration des couleurs. Bah là, sur ce point, moi encore une fois, j'ai rien constaté de particulier. J'ai pas l'impression que ça pose de problème de faire la calibration des couleurs après BXT. Et encore une fois, il y a des avantages pour les deux. C'est-à-dire, on pourrait se dire, pour BXT, faire la calibration avant, ça présente un avantage, c'est qu'on va bien réaligner les étoiles, elles seront plus cohérentes, et donc on pourra pousser un peu plus loin BXT, il modélisera mieux, il corrigera mieux.
faire ces corrections avec BXT avant de faire la calibration, on peut aussi se dire que ça apporte du mieux pour la calibration, parce que du fait que justement les étoiles seront mieux modélisées, seront plus rondes, qu'il y aura plus d'étoiles prises en compte pour la modélisation justement du point blanc et de la courbe de calibration à appliquer, comme on a vu dans le tuto sur la calibration des couleurs. Alors, avec tous ces avantages que je viens de dire, pourquoi je ne le fais pas moi-même? Eh ben, juste parce que je fais primer en réalité la correction par BXT. BXT apporte tellement à l'image, permet de faire des choses qui sont tellement bonnes en termes de correction d'étoiles, en termes de détails, que je préfère toucher le moins possible à l'image avant d'appliquer BXT, justement pour ne pas risquer de fausser cette opération avec BXT. Donc c'est la raison pour laquelle moi j'ai intégré BXT dans mon process de traitement avant de faire la calibration. Voilà. Après, comme je disais, j'ai pas constaté des différences folles, et si je me rends compte à un moment donné que c'est mieux de faire l'inverse, je ferai l'inverse. Hein. Voilà, c'est pas une vérité absolue. Le process a quelques semaines d'existence. Voilà, faut faire un petit peu de retour des uns et des autres, et puis aussi en fonction de l'évolution des versions de BXT, voir si à un moment donné, peut-être qu'une version sortira où ça sera vraiment un intérêt de faire la calibration des couleurs avant. Pour l'instant, en tout cas, c'est pas clair. Une question de Xavier qui me remercie pour le tuto sur la calibration des couleurs, mais qui me fait remarquer fort opportunément que j'utilise le process SPCC dans ma démonstration. Je n'ai pas défini de preview pour ma zone de fond de ciel. Est-ce que c'était fait exprès? Est-ce que c'est une erreur? Eh ben, je dois vous avouer que c'est une erreur. Alors, c'est une erreur totalement involontaire de ma part, parce que, en fait, quand je rouvre les process, à chaque fois, je reclique sur réinitialiser paramètres pour que, voilà, reprendre comme si vous ouvriez le process pour la première fois et regarder les valeurs par défaut et venir voir ce que, justement, il faut modifier ou dans ces valeurs-là pour avoir un process qui s'applique correctement. Et il se trouve que là, vu comment je travaillais sur la vidéo, je repartais de ma vidéo déjà avec la preview, et c'est vrai que visuellement, il y avait la preview sur l'image, il y avait la case background neutralization qui était cochée, et pas la case avec les paramètres, avec les coordonnées de la preview. Donc en fait, là, pour SPCC, effectivement, dans mon tuto, il n'y a pas eu de définition de zone de fond de ciel manuelle. Alors, cela étant, c'est une erreur qui est pas bien grave. J'ai refait la calibration derrière en recochant bien comme il faut. Ça n'a pas eu beaucoup d'influence. Il y a deux raisons à cela. La première, c'est que malgré tout, j'avais quand même bien coché l'option Background Neutralization. Donc, je n'ai certes pas indiqué de zone de preview, mais je lui ai bien dit de faire une neutralisation du fond de ciel dans sa modélisation. Donc, c'est lui-même, en fait, le process qui allait repérer des valeurs qui lui semblaient correspondre à des zones de fond de ciel. Donc, il y a bien eu une neutralisation du fond de ciel, c'est juste que il n'a pas fondé cette neutralisation du fond de ciel sur une zone de preview que je lui ai indiquée. Et la deuxième raison qui fait qu'il y a eu peu de différence au final et que c'était pas dramatique sur cette image, c'est qu'en réalité, sur cette image, il y avait extrêmement peu de zones de fond de ciel. Donc, au final, c'était même peut-être mieux. C'est un exemple d'ailleurs que j'aurais pu prendre, j'aurais pu en parler dans la vidéo, c'est vrai. La question ne se pose jamais si on est sur une galaxie avec beaucoup de zones de fond de ciel autour bien définies où il n'y a rien d'autre. Parce que là, faut vraiment, on a une référence qui est claire et nette pour définir la neutralisation du fond de ciel. Et donc, il faut l'utiliser, il faut lui indiquer, mais si le fond de ciel est très prédominant, il y a une bonne chance qu'il arrive un petit peu au même résultat sans qu'on lui donne une zone de preview en réalité. Mais là, sur cette image, sur des images où il y a extrêmement peu de zones de fond de ciel, en réalité, si vous lui indiquez une zone de preview, vous prenez le risque aussi de définir une zone qui est qui est très incohérente par rapport au reste de l'ensemble du champ. Typiquement sur la photo là, du complexe du caméléon, il y a quasiment pas de zone de fond de ciel, c'est que des nébuleuses qui ressortent un petit peu marron, et il y a quelques zones de fond de ciel qui ressortent un peu plus bleu. Donc si vous lui dites qu'il faut absolument faire ta neutralisation du fond de ciel sur cette zone-là, ça peut donner de mauvais résultats. Et c'est peut-être aussi pour ça que sur PCC, quand je faisais le test, on avait des résultats qui n'étaient pas extraordinaires. Peut-être qu'en final, il aurait mieux fallu laisser gérer la modélisation de la zone de fond de ciel pour la neutralisation du fond de ciel tout seul. Du coup, c'est à tester aussi sur vos images. Si vous vous retrouvez dans ce cas-là, vous avez extrêmement peu de zones de fond de ciel, la question peut se poser de savoir si ça a vraiment un intérêt d'aller lui préciser, de trouver à tout prix une zone de fond de ciel. Parce que apparemment, le logiciel se déroule bien aussi sans ça.
Voilà. Et Alain aussi avait la même question, et c'est bien. Je vois que vous êtes comme je disais en introduction, ça fait plaisir parce que je vois que vous êtes très attentif sur les vidéos. Et non, mais là, c'était un petit oubli qui remet absolument pas du tout en question ce que je vous ai expliqué, parce que là, certes, je l'ai oublié sur cette image-là, mais ça n'avait pas beaucoup d'influence sur cette image-là. Mais voilà, ce qui est important, c'est que vous avez bien retenu qu'il faut définir une zone de fond de ciel, et n'oubliez pas, vous, de cocher du coup l'option quand vous appliquez votre process. Faites pas comme moi. Guillaume aussi nous pose une question aussi sur la calibration. La calibration, ça a amené pas mal de questions au final. Étonnamment, enfin moi, ça m'a un peu surpris parce que je pensais que c'était une vidéo qui passerait un petit peu toute seule, la calibration. Il y a SPCC qui est récent, mais c'est qu'une amélioration de PCC qui existe depuis quand même pas mal de temps. Donc voilà, ça a amené quand même beaucoup de questions cette vidéo sur la calibration des couleurs. Et donc Guillaume qui me demande si c'est utile de faire une neutralisation du fond de ciel en une PCC ou une SPCC, ou aucun intérêt. En réalité, comme on a vu dans le tuto, les process PCC et SPCC, ils proposent tous deux une fenêtre de neutralisation du fond de ciel qu'on peut cocher, déjà pour lui indiquer qu'il faut réaliser une neutralisation du fond de ciel, et ensuite, soit on lui donne une zone de preview pour qu'il sache exactement ce qu'il doit prendre en compte pour cette neutralisation, soit on le laisse aller modéliser un petit peu tout seul le fond de ciel. Alors, ça rejoint ce qu'on disait avant. Alors, dans ce cas-là, comme les deux process proposent cette option, c'est beaucoup plus simple de tout faire en une fois. C'est-à-dire, on va laisser SPCC modéliser à la fois, neutraliser le fond de ciel et faire la modélisation pour la calibration des couleurs. Et ça donnera généralement un résultat à peu près équivalent à si vous découpez les opérations entre elles. Il y aura peut-être des petites modifications, hein, mais ça ne sera pas forcément exactement le même résultat. Moi, j'aurais tendance à penser que c'est mieux de tout faire en une fois avec ces process-là. Cela étant, rien ne vous interdit de faire votre neutralisation du fond de ciel à part, dans un premier temps, de vérifier que votre fond de ciel est bien d'une couleur qui vous correspond, qui vous semble neutre, et puis ensuite d'aller faire PCC ou SPCC, d'appliquer le process de calibration des couleurs, mais en décochant background neutralisation, puisque vous l'aurez déjà fait dans un premier temps. Voilà. Donc, et après, vous pouvez tester. Vous pouvez aussi neutraliser le fond de ciel dans un premier temps et aller essayer de le reneutraliser dans un deuxième temps, voir si ça, pour essayer, en se disant, on va gommer la plus grosse imperfection sur la première passe et puis fignolera sur la deuxième. Je suis pas certain que ça change grand-chose. En tout cas, voilà, c'est à partir du moment où c'est pas des choses qui sont intégrées directement au process et qu'on ne peut pas, qui sont consubstantielles au process et qu'on ne peut pas décocher parce que comme c'est le cas ici, puisque ce n'est qu'une option, hein, la neutralisation du fond de ciel, on est libre de tester un petit peu ce qu'on veut. Et Guillaume avait une autre question, parce qu'il me demande si on peut faire l'assemblage RGB avec Pixelmatte ou est-ce qu'il faut impérativement utiliser Channel Combination. Alors Pixelmatte, c'est un process qui est extraordinaire, qui est d'une simplicité tout à fait... c'est limpide, hein, on rentre des formules mathématiques dans PixInsight. Alors il faut juste faire attention à ce que la syntaxe soit bonne, mais sinon on peut faire absolument quasiment ce qu'on veut avec Pixelmatte, puisqu'on est limité que par notre imagination. Hein. Il y a une centaine de fonctions qu'on peut utiliser, et puis après, en les emboîtant, on peut imaginer de faire des petits algorithmes avec ça, et puis d'automatiser pas mal de choses. Personnellement, j'ai un petit peu de mal à voir l'intérêt qu'on aurait à faire de la combinaison d'images en utilisant Pixelmatte, alors que c'est extrêmement simple avec Channel Combination. Je vois pas. Je pense que là, on va perdre beaucoup de temps à rentrer la formule, à la trouver, et puis pour un résultat qui sera strictement identique avec ce qu'on va faire avec Channel Combination. Si l'idée, c'est de les assembler tout en leur mettant une pondération au passage, c'est pas forcément très compliqué à faire, parce que derrière, on peut jouer avec du linear fit, ou on peut venir jouer directement sur la montée d'histogramme en bougeant les curseurs séparément des couches. Donc voilà, donc j'ai un peu de mal à voir l'intérêt. Mais oui, ça peut se faire avec Pixelmatte. Alors Pierre aussi m'envoie un message très, très gentil, et encore une fois de manière générale, je vous remercie parce que vous êtes extrêmement gentil, je trouve, dans vos retours et dans les commentaires sur les vidéos. Donc merci encore une fois. Justement sur le tuto de la calibration, où à la fin, voilà, il n'y a aucun des deux résultats qui me convient vraiment, et je dis voilà, je vais faire un mixage pour arriver sur une version plus satisfaisante. Et Pierre me dit, ça m'était jamais venu à l'esprit car je raisonnais à l'envers, quand je faisais deux traitements différents, je vois ce qui ne va pas, et donc sommer ce qui ne va pas, c'est pas intuitif. Et voilà, j'ai apprécié le raisonnement inverse, voir ce qui marche dans les deux traitements, et donc inverser le raisonnement permet de rendre intuitif cette démarche.
Alors, effectivement, alors c'est pas vraiment une question, c'est plus une remarque, mais je voulais rebondir juste dessus pour vous dire qu'effectivement, moi, j'utilise beaucoup cette méthode-là dans mes traitements. C'est pas du tout pour pallier au fait que j'arrive pas à obtenir un bon résultat avec certains process, parce que, comme on a vu, après les process, il suffit de les reparamétrer, d'y passer un peu de temps, on peut toujours réussir à obtenir le résultat à peu près qu'on souhaite. Mais parfois, voilà, quand on est sur deux images et qu'on a un doute, qu'on ne sait pas se décider, il y a des avantages sur les deux. Moi, je suis plutôt partisan de mixer les versions. Alors, sous PixInsight, ça reste un petit peu limité, parce que je ne veux pas rentrer sur des formules Pixelmat trop compliquées. Donc, en général, c'est du mixage assez simple, hein, 50-50. Après, on verra, peut-être que si je fais une vidéo où ça s'y prête, je montrerai quelques formules pour on peut raffiner un petit peu les choses. Mais sinon, sous Photoshop, où là, on peut mixer plusieurs versions avec des masques, bah là, c'est encore mieux, parce que typiquement, on peut venir isoler le fond de ciel, mixer deux versions, mais uniquement sur le fond de ciel, ou que sur l'objet, ou faire un dégradé selon les versions, pour plus mettre en avant une version sur une partie d'image et sur l'autre. Voilà, moi je trouve que c'est quelque chose qui est très simple à utiliser et qui donne de très bons résultats très rapidement. Donc moi personnellement je ne m'en prive pas, donc je pense que dans beaucoup de tutos vous me verrez faire comme ça des mix entre plusieurs versions, parce que je préfère, c'est aussi simple de faire comme ça que de rechercher les paramètres pour arriver précisément à ce qu'on obtiendrait en faisant le mix. Alors le petit désavantage de Pixelmat, c'est que lui il prend pas en compte les masques. Donc si vous appliquez Pixelmat sur une image avec un masque, il n'en tient pas compte. Donc l'avantage de Photoshop par rapport à PixInsight, là, c'est sur la partie non linéaire. Une fois que l'image est en non linéaire, c'est qu'on peut réaliser des mixages comme ça plus avancés avec Photoshop. Une question de Cédric qui nous dit ne pas connaître le processus des multisessions. Je fais 4 nuits sur une cible par exemple, j'ai mes flats pour chaque nuit, je dois faire 4 fois mon process de pré-traitement et donc je me retrouve avec mes 4 images, mais que faire après ? Ou y a-t-il une autre méthode multisession efficace ? J'utilise Cyril actuellement, mais j'aimerais le faire sur Pix. Alors, pour essayer de répondre à la question de Cédric, où déjà, il manque quelques infos dans la question pour pouvoir vraiment bien comprendre la problématique. Est-ce qu'on parle d'une caméra mono ? Est-ce qu'on parle d'une caméra couleur ? Alors, ça va pas changer la logique, mais ça pourrait changer un petit peu la réponse que je vais faire. Admettons que ça soit sur une caméra couleur, donc il y a des séances sur 4 nuits. Et moi, il y a un truc qui me choque un petit peu dans ce que dit Cédric, c'est qu'il dit, je fais donc 4 pré-traitements et je me retrouve à la fin avec mes 4 images, mais qu'est-ce que je fais après ? Alors, j'espère bien comprendre la question et le contexte et pas répondre totalement à côté de la plaque. Je laisserai Cédric me dire si vraiment je vais apporter une réponse qui est totalement hors sujet. Mais moi, j'ai l'habitude de faire beaucoup de multisessions. Mais en réalité, je ne fais que du multisession parce que comme je suis un nomade et que je dois partir à chaque fois que je fais des images, c'est en vacances et que du coup, j'ai pas mon matériel sous la main à demeure. Ça m'arrive de faire une partie des acquisitions quand je suis en Corse au mois d'août et puis une autre partie d'acquisition au mois de septembre si j'ai la chance d'aller plus sur la côte atlantique et puis si je fais un week-end en province à l'occasion, et ben je peux remettre encore un petit temps de pause sur cet objet. Et puis ça m'arrive même dans certains objets de rajouter faire des acquisitions sur plusieurs années d'affilée parce que j'ai pas l'opportunité de finir mes acquisitions. Donc il y a une cible, ça fait 4 ans l'été que je suis dessus et que j'y passe une dizaine d'heures tous les ans. Et puis en espérant obtenir petit à petit suffisamment d'infos et de signal sur l'objet pour pouvoir faire l'image un jour, mais pour l'instant, c'est toujours pas d'actualité. Donc voilà, moi j'ai l'habitude de travailler en multisession. Quelque chose par contre que je ne comprends pas, c'est que tu dises qu'à la fin, tu arrives avec... Cédric, qu'à la fin, tu arrives avec 4 images. Tu n'es pas censé arriver avec 4 images différentes pour une image par session. En fait, le but de la multisession, c'est d'augmenter le temps de pause global sur un objet et donc justement de pouvoir tout empiler en même temps. Donc, sur une multisession, on va traiter effectivement chaque session séparément, parce que je pars du principe que chaque session aura des flats à part, ce qui n'est pas forcément vrai, hein, parce que si rien ne bouge dans le train optique et que tu shootes plusieurs nuits d'affilée, tu peux rester avec les mêmes flats. Hein. Moi, ça m'arrive de faire des flats une fois tous les 2 jours, si j'ai absolument rien touché. Je les refais plus par sécurité en me disant, s'il y a une micro-rotation de la caméra, quelque chose, ça peut me compliquer la vie au pré-traitement. Mais voilà, donc admettons qu'on soit sur 4 sessions espacées d'1 mois, comme ça il n'y aura pas d'ambiguïté, avec un setup nomade, comme ça on est sûr qu'on aura démonté et on n'aura pas le choix, il aura fallu refaire les flats. Donc 4 sessions avec des flats différents, on va calibrer chacune des séries avec du coup les mêmes master bias, les mêmes master dark, et puis pour chaque série, séparément, avec le bon master flat. Et ça va nous sortir des fichiers
pré-traités, des fichiers light calibrés déjà avec les masters, et on va faire ça donc pour les 4 séries. On va se retrouver avec non pas 4 images, mais 4 séries d'images, d'acquisition. Et ces 4 séries d'acquisition, elles auront eu la même calibration, le même dark, le même bias et les bons flats qui vont bien avec la bonne série. Donc au final, on aura des images qui ne seront pas différentes de si elles avaient été faites au cours de la même nuit en réalité. Alors, après, il y a des variations d'une session à l'autre. C'est rare qu'on ait exactement les mêmes conditions. Il y aura peut-être une série qui sera meilleure que l'autre parce que le ciel est plus noir, parce qu'il n'y a pas de lune, etc. Pour une autre série où ça sera un petit peu plus voilé. Bon, voilà, c'est pas grave. Ça, après, ça se gère au niveau de la pondération. Mais l'idée, c'est qu'on va arriver à la fin du pré-traitement. On a fait 4 pré-traitements juste en changeant le flat en réalité pour chacune des 4 séries. Et admettons qu'on ait fait 25 images par session. Et ben on se retrouve à la fin avec 100 images qu'on va venir empiler avec image intégration, donc en faisant le stacking, et on va mettre ces 100 images-là pour les empiler, en fait. On va dire au final qu'à une seule image. C'est beaucoup plus efficace que de venir faire des empilements séparés pour chacune des 4 séries et de réempiler derrière les 4 images qu'on a. Parce que le gain le rapport signal sur bruit qu'on va avoir, le gain qu'on va avoir est proportionnel au nombre d'images qu'on empile. Ça, on l'avait vu dans la vidéo sur les principes du pré-traitement. Donc c'est plus intéressant de le faire avec 100 images qu'avec 4 x 25. Donc il faut tout empiler en une fois et traiter l'image derrière. Il y aura un gros gain en termes de rapport signal sur bruit. Une autre question de Fabien qui me demande comment je choisis si je fais du drizzle ou pas. Il dit, je crois me rappeler avoir lu quelque part qu'il faut déjà absolument avoir fait du distring lors de l'acquisition. Alors, moi en réalité ma réponse va être extrêmement simple, je fais tout le temps du drizzle sur mes images. Voilà. Qu'il y ait du distring, et j'ai pas fait de distring. Quel que soit le nombre d'images que je fais sur la session, bon, alors après, si c'est une image que j'ai mis 1 heure de pause juste pour le fun et que je sais que je vais pas faire une super image avec, je vais pas embêter à la traiter en drizzle. Mais si c'est une image, on va dire, habituelle, c'est-à-dire un temps de pause de une quinzaine, une vingtaine d'heures, avec un nombre suffisant d'images, même si c'est des pauses de 100 secondes, ça va me donner quand même pas mal d'images, une trentaine, une quarantaine d'images. Voilà, maintenant, en sachant que par défaut, je fais toujours du distring, hein, effectivement, je ne me pose même pas la question, en réalité, je pré-traite tout en drizzle. Drizzle 2 fois. Donc, et ça m'arrive de faire mes acquisitions luminance, donc en binning 1, et de faire mes acquisitions RGB en binning 2. Donc en réalité, pour mon binning RGB, je suis sur une scale de 4. Je dois multiplier par 4 la taille de mon image RGB pour retrouver une taille équivalente à celle de mon drizzle 2 fois de ma luminance faite en binning 1. Donc voilà, moi je ne me pose même plus la question, je trouve que c'est beaucoup plus simple moi en tout cas je trouve que c'est beaucoup plus simple de faire le traitement en ayant ce drizzle et quitte à réduire l'image à la toute fin. Je trouve que ça permet d'avoir une plus grande finesse sur les étoiles, ça permet d'avoir plus de détails. Alors, maintenant que j'ai dit ça, moi c'est ma manière de faire, je la recommande pas forcément parce que faire du drizzle ça multiplie le temps de calcul pour chaque image, chaque process par 4. Donc c'est pas anodin. Moi, bon, mon PC est relativement rapide, donc je peux me permettre, mais il y a des configs sur lesquels je sais que multiplier par 4 chaque process, ça va être compliqué. Donc voilà, après il faut choisir, si on veut choisir un petit peu de manière rationnelle sur quelles images le faire. Effectivement, c'est bien de faire du distring, mais c'est bien de faire du distring dans tous les cas, même si on fait pas de binning, parce que si on se retrouve avec une trame à la fin, si on a une trame qui est due au défaut du capteur, qu'on soit en binning ou pas en binning, qu'on soit en drizzle ou pas en drizzle, c'est mauvais dans tous les cas. Donc ça, le distring, c'est conseillé de le faire de manière systématique. C'est des choses qui ont été faites à la base, qui ont été développées pour permettre à Hubble de gagner en définition, mais ça impliquait d'avoir énormément de pauses sur un objet pour pouvoir justement, avec cette fonction de drizzle, améliorer la résolution, récupérer plus de détails dans l'image. Donc, de manière générale, plus vous faites des images, plus le drizzle peut apporter quelque chose, en sachant que le drizzle aussi va vous remonter le bruit global de l'image par rapport à la version non drizzle. Donc sur la version non drizzle, vous aurez des étoiles un peu moins bien rondes, ça sera peut-être un peu plus compliqué de traiter, mais en revanche, vous aurez un peu moins de bruit. Donc c'est aussi un choix à faire par rapport à ça. Si vous êtes sur un objet qui s'y prête pas du tout, c'est déjà assez bruité, il faut éviter de remonter le bruit avec un drizzle. C'est plus en réalité sur le nombre d'images qu'on fait qu'on va déterminer si ça a un réel intérêt de le faire ou si c'est par pure, comme je le fais moi dans mes process, si c'est par pure commodité pour appliquer les traitements derrière. Une question de Thibaut qui me demande si pour le denoise avec MLT, il y a une différence significative entre le denoise simple et le K-sigma denoise. J'avoue ne pas avoir fait l'exercice moi-même.
Ah bah alors Thibaut, comme je disais je sais plus si c'était la première ou la deuxième vidéo, je disais c'est important. Le plus important, c'est pour vraiment comprendre ce qu'on fait et prendre en main l'outil, c'est d'aller faire soi-même ses propres essais. Donc en réalité, c'est important d'aller faire si on a un doute, si on comprend pas, si on se demande à quoi sert telle fonctionnalité sur un process. Le mieux, c'est encore de faire le test avec ses propres images et de voir ce que ça donne, de voir si ça d'apprécier, de voir si ça apporte quelque chose ou pas, d'aller rechercher dans la documentation du process s'il y a quelque chose de particulier à ce niveau-là ou pas. Alors, ça, voilà, c'est un conseil que je donne de manière générale à tout le monde, hein, je dis pas ça pour toi précisément. Pour répondre à ta question, le Casigma denoise, l'option qui est proposée dans le process avec MLT, non, n'apportera rien. N'apportera rien. Je peux simplifier. Je pourrais développer la réponse, ça serait un petit peu compliqué, mais ça n'apportera rien en réalité à ton denoise avec MLT. En réalité, l'idée qu'il y a derrière Casigma denoise, l'option qu'on peut cocher, c'est d'aller rechercher layer par layer une valeur de sigma clipping qui permettrait de prendre en compte certaines informations au sein de ce layer, donc au sein de cette structure, et de n'appliquer le denoise que sur cette structure et pas de manière générale sur l'ensemble du layer. Ça peut avoir un intérêt éventuellement pour faire des masques, je pense, bien que je ne l'ai jamais utilisé pour faire des masques ou ce genre de choses, mais on pourrait imaginer quelques applications. En revanche, pour le réduction de bruit à proprement parler, comme on subdivise déjà l'image par couche et qu'on va appliquer des process avec des valeurs différentes pour chacune de ces couches, en réalité, venir raffiner avec une notion de Casigma clipping, soit ça ne va rien changer du tout, soit ça va apporter des modifications qui seront tellement marginales qu'on ne verra même pas la différence en réalité. Donc, pour toutes ces raisons, moi, je te conseille de rester sur du MLT classique et de ne pas te préoccuper de l'option Casigma denoise. Voilà, on en a fini avec cette petite FAQ. Merci encore pour votre gentillesse, votre bienveillance et pour à chaque fois les commentaires intéressants, et il y a quelques questions quand même qui sont très pertinentes que je reçois parfois. Donc voilà, et puis ça me donne aussi parfois des pistes en me disant tiens, j'insisterai plus sur tel ou tel aspect dans les vidéos à venir. Et puis je vous dis à très bientôt pour la suite donc du coup de la série sur la montée d'histogramme. Je ne doute pas que ça donnera lieu à d'autres questions très intéressantes. Allez, à bientôt. Salut.